Je vous remercie d'être présent pour cette, je sais pas comment on dit, conférence organisée dans ce lieu où j'ai déjà la chance de venir. Donc je remercie encore la puissance invitante, en l'occurrence qui se tient bien à l'abri des regards, et de me convier pour parler notamment et surtout d'ailleurs de la FSGT, du sport ouvrier, du sport travailliste. À l'occasion notamment donc, de l'exposition que vous pouvez admirer dans le hall d'entrée et de la parution d'un livre donc, qui s'appelait Du sport rouge au sport populaire, la FSGT, auquel j'ai largement contribué avec mon collègue Hervé Brézot, qui s'est notamment beaucoup occupé de la partie iconographique qui sert donc de base à l'expo, qui est donc à visiter et qui est à mon avis le principal intérêt de cet ouvrage, bien plus que ce que je peux raconter. Et on m'a quand même demandé, malgré tout, et avec beaucoup d'indulgence, de venir vous disserter ici sur le sujet. Donc on a réfléchi à quels pouvaient être les différents angles, parce qu'il en existe beaucoup. Alors pour ceux qui sont ici un peu familiers du sujet ou un peu familiers de l'histoire du sport, vous imaginez bien que ce dont il est question ici possède d'abord une forte dimension politique, idéologique. Le sport ouvrier est né d'une volonté politique, c'est la branche sportive du mouvement ouvrier. Elle a été fondée au sein de la SFIO, anciennement Parti socialiste, et en 1908. Et il existe depuis toujours donc cette singularité particulière, comme elle peut exister à la FSCF, anciennement FSGPF, donc du côté des patronages et donc de l'Église catholique, donc d'être un sport clérical, assumé, religieux, spirituel. La FSGT, elle, a incarné au sein du sport français, à sa manière, cet héritage, cet ancrage partisan et ensuite affinitaire qui existe dans d'autres pays. La FSGT est membre d'une organisation internationale qui s'appelle la CSIT, où un certain nombre de confédérations peuvent laisser apparaître le même type de profil. Alors je pense à l'UISP en Italie. Je ne ferai pas l'offense de traduire le sigle parce que ça serait trop dur pour la langue de Dante, mais il y a des structures un peu équivalentes en Norvège, en Grèce aujourd'hui, autour notamment comment on appelle ça, d'une fédération de basket. Je ne sais pas si c'est le terme exact de fédération. Voilà, donc, et à travers le monde, puisqu'on est en relation avec le Mexique, la Palestine, l'Algérie, etc., etc. Ça, c'est quelque chose dont on pourra parler dans la discussion, parce que moi, je vais centrer davantage mon propos par rapport que sur cette question purement partisane, sur laquelle je pourrais m'expliquer si vous avez des questions ensuite, mais je vais introduire de manière un peu plus provocante, c'est comment une organisation, donc voilà, Ludovic Lestrelin qui arrive en retard, mais il est pardonné parce qu'il est présent. Voilà, donc comment une organisation comme la FSGT, avec son identité qui est donc très politique, qui est issue du mouvement ouvrier, comment la FSGT peut-elle encore exister aujourd'hui dans le sport français, qui a quand même construit tout son parcours global dans, entre guillemets, une fuite en avant de la politisme, une volonté absolue d'indépendance, entre guillemets, des questions de société, même si ces derniers temps il a un peu changé de fusil d'épaule, notamment pour toucher les subventions. Il n'empêche qu'elle est de manière surprenante, vivante, même par rapport à ce qui était autrefois ces organisations tutélaires, pour ne pas se mentir, le PCF, et de manière beaucoup moindre la CGT. Ça, c'est une histoire encore différente à raconter. Donc voilà, mon point de départ, il est là. C'est-à-dire, comment est-ce que la FSGT elle est née en 1934, en décembre 1934, elle est l'héritière d'organisations qui étaient préexistantes et qui remontent jusqu'en 1907-1908, comme je vous l'ai dit. Comment cette organisation peut-elle fonder son actuel dynamisme, puisqu'on en est à environ 4800 clubs, autour de 260 000 pratiquants. Après, on peut faire la bataille des chiffres, mais bon, la réalité des clubs et des comités, puisqu'ils s'en créent régulièrement, on vient d'en créer un dans les Vosges, on en a même dans les Dom-Tom, la Réunion, la Guadeloupe. Il y a donc quelque chose de particulier, et on ne peut pas uniquement se poser la question qui est réelle et qui n'est pas complètement erronée du soutien politique.
qui a souvent été l'angle principal d'étude, qui est présent dans le livre. Je vous renvoie à certains chapitres. Moi, je vais aborder l'autre phase qui intéresse peut-être plus les étudiants de STAPS, s'il y en a qui sont ici. C'est la question du rapport de la FSGT à ce qu'on appelle l'innovation sportive. Alors, c'est un terme un peu, un concept un peu fourre-tout, donc moi, je ne suis pas forcément très à l'aise avec, mais c'est quelque chose d'abord qui est employé en interne dans la FSGT. C'est une mise en avant, donc forcément, en tout cas, en termes d'études, quand on est chercheur, il faut bien le reprendre, puisque les acteurs l'utilisent. Et ensuite, c'est une réflexion intéressante à pousser, parce que quand même, le sport dans son ensemble est caractérisé par son obsession des règles, par son obsession des règlements, par son obsession de la compétition, par sa volonté, notamment au niveau international, d'en asseoir l'uniformité. C'est quelque chose qui est quand même assez singulier, notamment tout le XXe siècle. Et les grandes fédérations, comme la FIFA, comme les structures telles que le CIO, ont basé leur essor, leur développement, leur empire, pour parler en termes un peu plus politiques, là-dessus. Une règle, dans le football, c'est International Board, il n'y a qu'un football, le nôtre. Voilà, et c'est figé dans le marbre, mais vous avez ça dans énormément d'autres sports qui, bien sûr, ont des enjeux moindres. Donc forcément, ça attire moins l'attention, mais c'est une réalité. Le CIO a de même toujours sanctuarisé ces questions-là. La FSGT et le sport ouvrier dès sa naissance, lui, fonctionne différemment. C'est quelque chose qui est même à la base de son existence. Créé en 1908 en France, alors que Coubertin et les autres tenants du sport sont dans une bataille qui est beaucoup plus axée sur la définition du sport, la différenciation avec la gymnastique, la question des valeurs, créer une organisation qui clairement dit nous sommes pour un sport ancré dans la société et dans les enjeux de débat de société, c'est déjà en soi une innovation. Les catholiques l'ont fait, mais sur un registre qui est malgré tout très différent si vous lisez les textes de l'époque. On est dans la logique missionnaire des patronages, on est dans une reconquête qui suit Rerum Novarum et la nouvelle conception de la modernité qu'a adopté l'Église catholique. Mais là, on est sur quelque chose de très différent. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que dès le départ, chez ces sportifs socialistes, qui se définissent ainsi, se posent, ils sont très peu nombreux, la FSAS, Fédération sportive active socialiste, c'est avant la Première Guerre mondiale, elle a encore changé de nom à ce moment-là, mais c'est 8000, 9000 adhérents maximum, 90% en région parisienne. Mais il se pose dès le départ la question de quel sport on va faire. Il ne se pose pas la question uniquement de faire, on va prendre le sport le plus populaire, et on va faire pratiquer correctement, mais ils seront dans des cadres socialistes, on leur fera chanter l'international avant d'entrer sur le terrain, où ils auront des maillots rouges et pas des maillots blancs, etc. Je ne rentre pas dans ces débats-là jusque-là, mais c'est pas l'unique préoccupation. Il se pose cette question-là sur plusieurs axes. D'abord, il se pose la question de la vocation. Est-ce que ça doit être hygiéniste? Est-ce que ça doit être un sport ludique? Est-ce que ça doit être un sport éducatif? C'est très présent dès le départ. Il se pose aussi la question de la compétition. Est-ce qu'elle ne dévoie pas la vocation de l'éducation socialiste, qui est un terme très fort à l'époque? Et par exemple, on ne veut pas donner de prix d'argent pour les cyclistes. Alors ça peut sembler un débat singulier aujourd'hui, mais le cyclisme est un des premiers grands sports professionnels avec la boxe et populaire, extrêmement populaire. Je ne veux pas revenir sur l'équipe, fête ses 70 ans, mais avant l'équipe, il y avait l'auto qui est fondée sur l'essor du vélo, essentiellement bien avant le football, etc. La question du jeu, alors je reviens là-dessus parce que ça va revenir régulièrement. On est quand même dans des grands paradigmes à l'époque entre gymnastique, les méthodes, les combats des méthodes, même si elles sont apparemment beaucoup moins problématiques pour les moniteurs. Mais voilà, on est dans ces questions-là. Et à un côté, il y a le sport athlétique, les sports anglo-saxons, les jeux. Il faut savoir qu'au sein du mouvement ouvrier, il y avait quand même des gens comme Gousset qui avaient essayé d'introduire d'autres logiques. Et là, il y a quand même une idée très forte que le sport est un loisir qui commence déjà à naître. Et c'est pas quelque chose d'aussi simple que ça pour l'époque, notamment quand on lit les textes sur les questions de démocratisation de la pratique qui commencent à être publiés. Ce que je voudrais simplement signaler, c'est que cette réflexion va faire que le sport ouvrier socialiste, dans sa relation avec le sport dominant, qui est son face-à-face, le sport bourgeois, comme on a pu l'appeler dans les années 30, va toujours avoir cette relation ambivalente. À la fois, il le récupère, à la fois, il se l'approprie, à la fois, il participe à sa grande démocratisation, dont il n'est évidemment pas le seul, et surtout en France, pas l'acteur principal,
mais en même temps, il a toujours une petite once de réflexion critique ou de transformation. Je vais vous donner un seul exemple. Dans le football, en 1927, la FST, Fédération sportive du travail, affiliée internationale rouge des sports, basée à Moscou, qui est dans la logique classe contre classe, sport rouge, bourgeoisie, prolétariat sportif entre bourgeoisie. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment dans une période très dure de la conception communiste du sport et du bolchevisme. En plus ces années de stalinisation, il y a un règlement sportif qui est publié sur le foot, et dedans on lit quoi? On lit l'arbitre, il est décidé par les deux camps, peu importe d'où il vient. Un joueur peut être expulsé du terrain mais peut revenir s'il fait amende honorable. Pour les tenues, en fonction de ce qu'il y aura de disponible. Enfin, c'est quelque chose qui, pour un responsable de ce qu'était à l'époque la Fédération française de football association, puisqu'on disait encore football association pour différencier du football rugby, ressemblait à peu près à une hérésie. Il y a énormément de règlements, moi j'en ai survolé quelques-uns en rugby, en athlétisme, qui sont de cet acabit-là. Alors sur Twitter, j'ai souvent dit que j'allais vous expliquer en quoi le sport, dans les FGT et l'héritière, le courant sportif, était le punk et le hip-hop du sport français. Je vais vous expliquer maintenant, je vais lever le voile, enfin qui que ce soit été angoissé. Là-dessus, c'est simple. C'est le punk parce que le punk est basé sur do it yourself. Vous faites avec ce que vous avez au niveau où vous êtes. C'est ça le sport ouvrier. Il n'y a pas, même s'il y a pu y avoir un moment un intérêt pour les hautes performances, notamment quand il y avait les pays de l'Est qui étaient assez forts, c'est pas ça la préoccupation. On part d'où on est et on fait avec les moyens du bord, notamment parce que pendant très longtemps, ce sera très difficile d'organiser des compétitions, qu'à part dans les villes où il y a des mairies qu'on disait amis, donc je vous explique, vous imaginez bien de quel côté on parle. Il y avait une grande problématique de moyens, même simplement les courses sur route étaient arrêtées par la police, enfin voilà. Mais on fait avec ce qu'on a, peu importe. Liz London racontait, quand elle était une grande militante de ces années-là, et par la suite a été connue parce que son mari, c'est Arthur London, qui a publié L'Aveu, donc le grand ouvrage sur le stalinisme, le grand livre sur le stalinisme. Liz London, qui était donc une militante à l'époque sous le nom de Lys Ricol dans la région de Lyon, expliquait qu'elle prenait les jeunes ouvriers, qu'on leur faisait faire du sport, qu'on se préoccupait pas trop de tout ce qui était, on traçait le terrain comme on pouvait, que quand il y en avait qui se fâchaient avec les autres, on essayait de leur créer un autre club pour pas que ça... Tout ce que ne se fait pas ailleurs. Ça, c'est le côté punk. Et pourquoi? Parce qu'aussi, il y a un côté subversif, malgré tout. Alors après, on adhère ou on n'adhère pas, mais il y a ce côté-là qui est très présent. D'ailleurs, il y avait au début de la FSAS des anarchistes qui étaient investis via le syndicalisme révolutionnaire, très puissant dans la CGT de l'époque. Le hip-hop, c'est l'autre aspect. C'est on récupère ce qui est fait au niveau mainstream, grand public, on sample, on prend des morceaux et on en fait autre chose. Et c'est ce qui va se passer notamment au sein de la FGT après-guerre. Je vous fais là à grandes enjambées parce que je préfère répondre à des questions, mais pour aller simplement à l'essentiel, à partir des années 50, 60 et surtout 70, un certain nombre de réflexions, d'actions, et notamment par exemple pour le monde de l'EPS à travers les stages Maurice Baquet, vont être menés, mais pas uniquement. À travers cet axe-là. Par exemple, on va lancer à partir des années 60, notamment avec le déclencheur de mai 68, des tournois interentreprises, du foot à 7 auto-arbitré. Moitié de terrain, il n'y a pas d'arbitre, c'est les joueurs qui se gèrent, il n'y a pas de hors-jeu, c'est tournant, etc. Qui est aujourd'hui l'activité principale de la FGT. Autour de 25 000 pratiquants sur la France. À un point, même on a diffusé ça à l'international, puisqu'il y en a au Japon et dans d'autres pays. Ça c'est quoi le foot à 7 et FGT? Et là c'est la dimension que moi je dis hip-hop, c'est à la fois un football, on reste là-dessus, on ne joue pas avec la main, même on a enlevé les touches à la main, on fait des touches au pied, on est sur des gens on est sur un public qui est à fond culture foot. Alors, les noms des clubs, si vous voyez, c'est Bayer Leverkusen, ou non mais je rigole pas, Bayern de Munich, ou que des trucs comme ça, ou des clubs issus de communautés, ou alors des clubs issus du mouvement ultra, dans les tribunes, etc. Donc on est là-dedans, et en même temps, et on est vraiment dans une culture très forte, et en même temps on est sur autre chose, c'est-à-dire que c'est devenu un autre foot, avec des valeurs différentes. Notre arbitrage suppose quand même de fonctionner sur d'autres registres, avec une façon de jouer au foot différent. Quand vous n'avez pas de hors-jeu, quand vous n'avez pas de tacle, quand vous n'avez plus de touche au pied, le foot il est différent, en soi. D'ailleurs, je pense que l'auto-arbitrage marche à cause de ça, parce que quand vous enlevez le tacle et le hors-jeu, il y a 90% des raisons de se mettre sur la gueule qui disparaissent au foot. Voilà. Parce qu'on a quand même des conflits en foot à 7.
et il demeure. Donc c'est pas aussi idyllique. Je pense que donc là c'est le côté hip-hop. On prend quelque chose, on le sample, on le mixe, on le remixe, et on en fait un autre truc. Et on vient poser sa voix dessus. C'est exactement ça. Euh, la question de l'innovation, elle est présente de cette manière-là. Elle a deux axes en fait dans la FSGT, l'innovation sportive. Un qui est vraiment tiré par des profs de PS qui vont arriver à la FSGT, qui vont ramener des préoccupations sur le sport de l'enfant, les réflexions de ce type-là. Stage Maurice Baquet, des gens comme Robert Méran, qui vont essayer de recentrer la question de le sport doit être basé sur ce que l'enfant a envie de faire, sur ce qu'il a besoin, et pas uniquement reproduire un sport d'adulte qu'on lui calque dessus pour en faire un futur champion. C'est notamment donc la question du sport éducatif, la République des enfants. Ceux qui suivent des cours de STAPS ici en ont peut-être déjà entendu parler. Et il y a un autre vecteur qui demeure toujours très fort et qui là est lié à la culture populaire, qui est présente dans nos clubs et qui va se développer en osmose, en relation, en interrelation, en conflit peut-être aussi avec la société. L'exemple type aujourd'hui, c'est l'escalade. La FSGT développe une escalade qu'elle veut populaire. Elle s'est beaucoup battue pour, par exemple, les SAE, donc tout ce qui est mur d'escalade en milieu urbain, avec comme préoccupation d'apprendre aux gens à monter en tête. En gros, vous 4-5 cours et vous êtes capable de grimper tout seul avec quelqu'un qui vous assure, je vous rassure, mais vous êtes capable de grimper seul et vous êtes autonome. Et l'idée, c'est de développer l'autonomie, donc si on entend derrière la concession de bénévolat et compagnie. Et aujourd'hui, par exemple, sur Paris, la FSGT est dominante, elle est plus forte que la FFME. C'est pas une question de montrer qui est la plus grosse, c'est juste que c'est des chiffres, parce que par exemple, au niveau national, c'est pas exactement le cas. Mais donc cette conception-là, elle est aussi en relation avec effectivement des nouveaux publics, des nouvelles envies, des nouvelles façons de penser l'activité. Ça a ramené des personnes et des réseaux d'influence au sein de la FSGT qui n'étaient pas présents auparavant. Il n'empêche que malgré tout, à travers la pratique de l'escalade, on a aussi remis en avant d'autres logiques. C'est par exemple, il y a une escalade en Val-de-Marne, une escalade en Seine-Saint-Denis qui ne touche pas exactement les mêmes personnes, et avec cette volonté toujours de démocratiser la pratique. L'innovation sportive, c'est donc ces deux aspects-là. C'est-à-dire à la fois, on va se débrouiller avec ce qu'on a, et l'important c'est que les gens puissent pratiquer. C'est pas de se préoccuper de se fondre dans un règlement. Le fait de ne pas être affilié à des fédérations internationales et de ne pas avoir comme souci d'envoyer des gens gagner des médailles, ça aide. Mais ouais, avec une logique politique derrière qui sous-tend. C'est-à-dire qu'on est là pour toucher le maximum de personnes. Le sport est un vecteur d'émancipation, un vecteur de bien-être. Ça fait partie de l'éducation au sens large du citoyen et de la citoyenne. Je vous rappelle que les statuts de la FSGT, encore aujourd'hui, dans l'article 1, c'est de viser non pas à gagner des médailles, mais à former les citoyens d'une république laïque et démocratique. Elles ont été écrites en 1945, on sortait de la Ligue. Voilà, la FSGT avait beaucoup de résistants dans ses rangs, et c'est cette ambiance-là qui est dominée, mais ça n'a toujours jamais été remis en cause, et fondamentalement, je pense que personne ne le remet en cause aujourd'hui, même si, comme partout, on a des débats sur la laïcité, dans le sport en particulier. Moins stressant, mais on a des débats. Cet aspect-là est important. L'autre aspect, donc, comme j'ai dit, c'est que le rapport au sport dominant, il n'est plus aujourd'hui comme il a pu l'être dans le passé. Je pourrais répondre à la question, ce sera plus intéressant dans les années 30, quand il y avait l'opposition à l'olympisme contre les Spartakiades et compagnie. Il est dans une question de réappropriation, de décortiquer et de refaire les choses, mais à notre manière, voilà, avec d'autres objectifs. L'idée que la culture sportive appartient à tout le monde et après tout chacun en fait ce qu'il veut, ce qui est la base même aujourd'hui à mon avis de ce qu'est la culture populaire et en tout cas son usage. C'est donc comme je vous ai cité le cas du foot à 7, mais il y a beaucoup d'autres exemples sur la question de la mixité notamment. C'est important l'idée de développer des pratiques mixtes qui souvent sont énoncées comme impossibles. Alors je vais vous donner, et notamment sur la question de la féminisation, je vous donne un seul exemple pour vous dire à quel point c'est problématique même en interne. Dans les années 70, la FSGT lance la lutte féminine en compétition. Alors là, pour le coup, c'était un tabou largement aussi fort qu'on a pu le voir quand les boxeuses ont commencé à apparaître, etc. Donc elle lance la lutte féminine, et les gens chez nous, des gens comme Christian Joly, tout ça, qui sont très fiers de ça, d'avoir développé ça, vont en Union soviétique juste avant les JO de Moscou, et rencontrent les camarades, et il leur explique, et le responsable de la lutte au niveau national en Union soviétique, j'ai oublié le nom, lui explique que c'est biologiquement impossible. Il dit non, camarade, on a fait des études, les femmes ne peuvent pas faire de lutte, c'est biologiquement. Et il dit, moi j'ai failli tomber de ma chaise, mais voilà, c'était pas quelque chose qui était simple. Et quand je raconte cette anecdote, c'est toujours pour expliquer que la FSGT, qui globalement à l'époque défendait le port soviétique et compagnie,
quand elle a commencé à avoir ces logiques internes fortes qui émanaient de la pratique, des gens comme Joly qui étaient comme des gens qui venaient, alors pour le coup, là, je sais pas, c'est pas des tatamis en lutte, mais c'est des arts de combat, etc. Ils savaient, il y avait des espèces de contradictions qu'on continuait et qui continuent aujourd'hui à bousculer sur la pratique mixte en basket, en volleyball. Pourtant, Dieu sait qu'on n'est pas dans les chocs de confrontation pour tout se dire avec la culture ouvriériste. Hein. Ça demeure compliqué, c'est du sous-sport. C'est intéressant, c'est amusant, mais c'est du sous-sport. C'est comme le double mix au tennis. C'est exotique. C'est le truc qu'on va mettre tout à la fin le samedi. Voilà, donc c'est difficile, mais ça, malgré tout, ça continue à percer, généralement porté plutôt par la logique des clubs et des animateurs et de ceux qui... c'est l'autre aspect, donc c'est cet aspect-là qu'en fait je voulais souligner. Alors là, je vous donne une vision idyllique. Donc c'est merveilleux, la FGT va changer, révolutionner, transformer et sauver le sport, si tant est qu'on a envie de le sauver. Évidemment, c'est pas le cas, parce que les choses sont infiniment plus complexes. D'abord, beaucoup de nos clubs font du sport comme tout le monde, voilà, du hand, de l'athlétisme, parce qu'on est dans le sport classique aussi, parce qu'on en est, que tout n'y est pas à jeter par ailleurs, et que les gens qui viennent chez nous, qui viennent dans nos clubs, ne sont pas tous sur des logiques aussi explicites. Le foot à 7 a mis beaucoup de temps à acquérir cette autonomie, auquel maintenant d'ailleurs les gens qui s'en occupent sont très attachés, mais ça a mis du temps à passer. Pendant très longtemps, c'était un foot loisir. On disait, même sur les réseaux sociaux, si vous voyez des gens qui parlent du foot à 7 et FGT, ils disent c'est du foot loisir. C'est quand même compliqué alors que les gens, nos dirigeants et les gens, en tout cas les responsables, vous expliqueront l'inverse. Ils diront maintenant c'est un vrai foot, on a un championnat national. Moi j'ai vu des matchs, ça joue excessivement bien et ça joue, comme j'ai dit, très différemment de ce qu'on peut voir. Les footballeurs pros qui sont venus jouer en foot à 7 chez nous, par exemple, des gens comme Fiorez dans le sud ou Vicage Dorasso pour la région parisienne, nous expliquent que ça n'a rien à voir. Après, c'est encore autre chose. Les mecs, le foot à 5 n'a rien à voir, d'ailleurs, à mon avis, aujourd'hui, avec ce qu'est le futsal, n'a rien à voir avec ce qu'on peut jouer en foot à 11, qui est encore logique. Mais donc, il y a du foot, et c'est plus compliqué. Par exemple, dans le foot à 11, ça a été très compliqué de transformer les règles. Il y a eu des fortes résistances. Il y a une coupe nationale de l'Aune dont l'élaboration a été très compliquée à modifier. Introduire la touche au pied dans cette compétition, ça a été un combat. La notion du carton blanc, sortir quelqu'un provisoirement pour le calmer plutôt que de l'exclure du jeu, ça a été problématique. Parce qu'il y a quand même une imprégnation forte, et dans d'autres disciplines qui a pu exister, même si évidemment, alors après, sur les différents types d'innovation ou d'aménagement que vous avez trouvé dans le livre, mise en valeur, comme en gymnastique, de compter les points en positif et pas en négatif pour ne pas décourager les jeunes gymnastes, etc., qui ont parfois été repris au niveau international. C'est effectivement un facteur, mais c'est vrai que la FGT, dans sa masse, dans sa profondeur, c'est que tout ce que je viens de vous raconter est beaucoup plus complexe et à affiner que cela. Ce dernier point me permet d'aborder une question que j'avais envie de traiter, mais que je vais survoler, j'ai pas envie d'être trop long. C'est le sujet de l'éducation populaire. La FGT est issue de cette mouvance-là également. Le sport ouvrier est né notamment dans les universités populaires du début du siècle. Elle a toujours continué à avoir un compagnonnage et un rapport très fort avec l'éducation populaire, ne serait-ce qu'en termes de réflexion avec les courants comme Peuple et Culture, pour ceux qui s'en souviennent, des gens comme Joffre du Masdier. Aujourd'hui, elle est, je pense, la seule fédération à avoir la double agrément, éducation populaire et sport, auquel elle est très attachée. Elle travaille beaucoup avec des structures, parfois des patronages laïcs comme en Bretagne, c'est quelque chose d'important, ou avec des centres sociaux, ou avec des MJ. C'est quelque chose qui continue de fonctionner, donc c'est pas uniquement une déclaration d'intention. Cette notion d'éducation populaire, elle est d'autant plus compliquée. Je pense que l'éducation populaire est dans une situation très difficile aujourd'hui. C'est vrai que le sport en est la dimension, entre guillemets, la plus visible et la plus mise en valeur. Là, j'ai un peu terminé mon panorama, que j'ai un peu survolé, mais je vais quand même me permettre une dernière digression, c'est qu'aujourd'hui, pour ceux qui, on va faire un peu d'actualité, par rapport à tout ce que j'ai pu raconter, on se trouve confronté à une situation très singulière, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un sport, entre guillemets, classique, de masse, populaire, peu importe le nom que vous lui donnez, après on peut le raffiner. Moi, je veux bien rentrer dans des débats sémantiques, hein, c'est toujours passionnant, mais bon. Mais celui-ci est de plus en plus asphyxié par les politiques actuelles qui le privent de ce qu'étaient ses ressources traditionnelles, donc notamment les subventions publiques au nom d'une politique de délégation de services publics. Par contre, on a vu apparaître, et l'argent n'a pas disparu, des logiques de public cible.
C'est-à-dire faites faire du sport aux femmes, faites faire du sport aux quartiers difficiles, faites faire du sport aux handicapés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du handisport. Mais par exemple, la FGT, elle ne développe pas du sport handicapé, elle développe des pratiques partagées. Elle essaye d'intégrer les personnes handicapées dans des activités où ils seront avec, entre guillemets, des valides. Ce qui est quand même une autre perspective. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de sport spécifique pour les handicapés. Mais voilà, donc quand vous cherchez des subventions aujourd'hui, et les fédérations dans leur ensemble le font, vous êtes amené à vous coller là-dedans. Et ça rend les choses très compliquées, notamment quand il s'agit de construire des projets sportifs un peu ambitieux, ou un peu répondant à ce que nous on appelle le service public du sport, parce qu'on vous demande, pour exister, d'inclure ou de traiter de manière séparée des populations dont par ailleurs parfois vous avez le sentiment que c'est plus simple ou serait plus sain de les intégrer dans des structures classiques, qui parfois les touchent plus d'ailleurs que certains comment dirais-je, expérimentations très très coûteuses qui ne fonctionnent qu'un petit temps. Ça pose effectivement aussi la question de l'innovation. Pourquoi ? Parce que quand vous voulez toucher des publics cibles, on vous demande souvent de faire des choses très classiques. Voilà. Il faut faire du handisport, mais on va faire du handisport, du basket pour les fauteuils roulants, etc. Quand vous voulez faire du sport pour les femmes, vous allez faire, on appelle ça de la gym d'entretien ou du sambo ou des trucs comme ça. Ouvrez une salle dans un quartier, c'est sympa. La danse, moi je n'ai rien contre ces pratiques, je veux dire, et là vous toucherez des sous. Quand vous voulez proposer des choses bien plus comment dirais-je, traditionnelles, moi j'ai en tête le cas d'un club de hockey sur glace, alors ça peut sembler un sport complètement fermé, mais qui touchait beaucoup de monde, mais qui n'arrivait pas à se faire subventionner parce que les gens voyaient, parce que les gamins du quartier qui pouvaient venir et qui venaient parfois de milieux défavorisés, ils avaient une vraie politique à leur égard, ils n'étaient pas ciblés, identifiés pour. Et c'est pas un club FGT en plus, donc c'était un club de hockey classique. Donc ça c'est le dernier petit point problématique que je vais poser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la politique sportive et puis le CNDS qui maintenant a comme priorité les grands événements sportifs, donc ça commence à grossir, mais voilà, donc il y en a un certain nombre qui vont arriver, la Coupe du Monde de football féminine, etc. L'Euro, qui a quand même coûté 160 millions au CNDS, c'est vrai que le foot il n'y a pas d'argent, donc ça devait être important. Donc voilà, ça devient très compliqué pour les fédérations comme la FSGT, mais je ne pense pas qu'à elle, je pense à l'UNSS, à des structures équivalentes. Voilà, moi je suis quand même là-dessus, je suis quand même halluciné qu'on explique que comme le certificat médical n'était pas remboursé par la Sécu, c'était un obstacle, un frein à la pratique dans les associations scolaires, donc on a supprimé le certificat médical au lieu de le rembourser. Ce qui fait qu'on explique qu'il faut faire de la santé publique, mais l'un des rares moments peut-être des gamins où se trouver peut-être contraint d'aller voir un médecin, même si des fois ce n'est qu'une formalité, on s'en balance et c'est pas grave, et la solution c'est de ne plus le demander. Voilà, je ne suis pas convaincu que ça soit la meilleure formule. Voilà, donc j'ai à peu près fini, parce que j'avais pas prévu de terminer là-dessus. Donc si vous avez des questions, ce que j'espère, parce que ce serait dommage que je sois venu juste pour déblatérer comme ça tout seul dans mon coin, ça j'aurais pu faire une vidéoconférence. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous conseille bien sûr de vous reporter au livre qui est beaucoup plus complet que ce que je viens de raconter et qui aborde un peu, qui balaye un peu tout cela. Je signale aussi que régulièrement dans Sport plein air, la revue fédérale de la FGT, je ne sais pas si vous la recevez. Non, voilà, c'est mal. Et donc il y a une page d'histoire, que beaucoup des choses sont en ligne sur Internet aujourd'hui, notamment sur mon blog, mais ça c'est pas pour faire de la pub. Et voilà, donc on essaye de diffuser un peu cette histoire-là et surtout cette actualité-là, parce que ce sont deux choses différentes. Mais bon, l'histoire vivante est quelque chose d'important. Voilà. Donc je ne sais plus trop quoi dire, donc ça va devenir très très embrouillé. J'ai vu qu'il y avait un match de foot ce soir à Caen, c'est ça? D'ailleurs, tu viens pour voir jouer l'OM ce soir, c'est ça en fait? Non, je reprends mon train après tout de suite. Je m'enfuis quand même. Là, déçu. Franchement, je vais pas mentir, je le savais pas. Sinon, peut-être que je me serais organisé, mais j'étais pas au courant que. Comment tu aurais pu imaginer quand j'ai été sollicité que Granville allait arriver à se qualifier à un tel niveau et que Granville n'avait que Caen comme stade à côté de chez lui. J'ai cru que tu allais dire comment on aurait pu imaginer que l'OM aille si loin en Coupe de France. Je me permettrais pas avec toi. Je me permettrais pas, là, franchement. Non, moi, je voudrais que tu reviennes sur les liens, les rapports
entre la FSGT et les autres grandes fédérations affinitaires aujourd'hui, sont de quelle nature ces rapports? Alors là, aujourd'hui, alors historiquement, ça a été conflictuel. Imaginons, le sport ouvrier, c'est en partie bâti contre le sport catholique. Après, il a changé d'ennemi, c'était le sport patronal. Avec le monde périscolaire et l'UNSS lié à la Ligue de l'enseignement, donc on va pas se mentir, plutôt proche de la mouvance socialiste, ça a pu être très compliqué aussi à une époque. Les relations aujourd'hui, les fédérations affinitaires, j'espère que tout le monde voit ce que c'est ce qu'on appelle les structures au sein du CNOSF, c'est le collège, donc c'est UFOLEP, FSF, ces fédérations qui sont omnisports, qui sont liées souvent à une vision de la société ou à des affinités religieuses ou à des affinités corporatives, puisqu'aujourd'hui on y trouve la fédération notamment de l'armée française, etc. Donc voilà, c'est un peu la fédération des PTT. Donc c'est ces fédérations-là. Globalement, aujourd'hui, la question idéologique et partisane, elle n'interfère plus dans les relations. C'est-à-dire que c'est plus un objet de conflit. De toute façon, il y a même eu des moments de grand rapprochement parce qu'il y avait comme l'idée que le sport était au service d'une vision, d'une construction de la société et pas l'inverse. Voilà, et donc il y avait quand même parfois plus d'affinité avec les camarades catholiques, pour tout dire, qu'avec d'autres types de structures. Il y a parfois des rivalités, on ne peut pas se mentir. Il peut y avoir des clubs qui passent de l'un à l'autre. En cyclisme, avec l'UFOLEP, c'est pas toujours simple, par exemple. Parfois plus compliqué qu'avec la fédération de cyclisme. Au niveau dirigeant, voilà, vous parlez, les relations elles sont courtoises et parfois il y a des identités de vue et notamment d'inquiétude sur des évolutions du sport et de la politique du CNOSF. Le fait qu'il n'y ait aucun représentant des fédérations affinitaires aujourd'hui à la direction du CNOSF, ils ont mis une fédération omnisport, je crois que c'est les PTT là, qui sont représentés, soi-disant pour représenter, mais bah, ça fait qu'il y a une espèce de commune, comment dirais-je, globalement on se sent minoré, on se sent méprisé et la seule particularité c'est que l'UFOLEP s'appuie sur un réseau périscolaire dont il a l'impression qu'il est beaucoup plus solide que nous, ce qui n'est pas faux, mais voilà, il y a quand même des inquiétudes au moment des rythmes scolaires, par exemple, qui étaient assez particuliers, qui étaient partagés. Et puis, il y a cette idée quand même très forte, notamment avec la FSCF, et en partie avec l'UFOLEP aussi, que le sport doit être un facteur d'éducation au sens large, ce qui n'est pas antinomique avec le plaisir, le loisir, etc. Et que on a, dans les fédérations d'OSEF, il y a quand même s'il y a des fois des discours et des pratiques qui sont réelles, mais des discours à la direction nationale, voilà, je ne veux pas caricaturer, mais regardez ce qui se passe à la FFF. L'équipe de France, sa préoccupation, c'est d'avoir la meilleure équipe, la meilleure team pour aller à l'Euro. C'est ça qui l'obsède. Le reste, c'est très, très, très secondaire derrière. Voilà. Donc il y a forcément plus d'identité de vue, mais il y a des périodes, il y a des petits conflits qui peuvent apparaître, mais surtout aujourd'hui, c'est ça le sentiment que le sport proposé par les fédérations affinitaires est fièrement marginalisé, tout en étant membre aujourd'hui du CNOSF. Il y a un collège spécifique dédié. On a toujours le droit au petit mot du président, c'est pas le débat, mais oui, les relations sont beaucoup, mais ça dès l'après-guerre, c'est vraiment c'est quelque chose qui s'est réglé avec la Seconde Guerre mondiale, voilà, pour tout dire. La FSF aussi a beaucoup changé sur beaucoup de sujets de société. Maintenant, il y a des articles sur les gay games, donc voilà, je peux pas aussi. Moi, je connais moins bien. Il y a des historiens qui ont très bien travaillé dessus, on les connaît. Voilà, mais l'UFOLEP, il y a une autre logique. On est à la jointure de deux univers qui sont. Oui. Et est-ce que le fait de proposer un sport qui soit un petit peu différent du sport dominant, est-ce que c'est pas forcément, ça met pas forcément en marge cette fédération? Il y a une nuance entre la différence et la marginalité. Là, je parle de politique. C'est en termes de reconnaissance politique de la réalité du sport affinitaire. Globalement, même en termes de subventions, au prorata du nombre de licenciés, on est moins aidé que le sont les autres fédérations équivalentes. Alors je ne me compare pas à la fédération de football, qui d'ailleurs, en termes de subventions, est plutôt, entre guillemets, discriminée, puisqu'on considère qu'il y a beaucoup plus d'argent dans le foot que dans les autres, mais elle touche beaucoup moins d'argent, et je pense que le foot amateur aurait peut-être besoin d'être plus aidé, pour tout dire. Mais non, il y a la marginalité, c'est une vraie question intéressante, parce que le fait est qu'à la fois on réclame et on revendique cette différence, mais on veut qu'elle soit reconnue.
et que l'idée que le sport, l'unicité du sport ne signifie pas son uniformité. Voilà. L'idée que le sport est un phénomène, comme dirait notre maître à tous, Alfred Wahl, un fait social total, quand on a bien lu Weber. Mais voilà, ça n'implique pas qu'on est dans une logique où il n'y a pas des nuances, des distinctions. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que cette différence fait qu'il y a autant d'adhérents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi, on voit émerger dans la population et parmi les pratiquants, et je vois en escalade et compagnie, des demandes et des envies qui s'éloignent des logiques dominantes. Alors, c'est pas une vague de fond monstrueuse, mais quand même, je veux dire, la Fédération française de football, elle a perdu 300 000 adhérents sur des années. 300 000 adhérents, c'est une ville comme Strasbourg. Voilà, c'est quand même pas un mécanisme. Régulièrement, des fédérations sont affectées par ces baisses d'effectifs. Et puis surtout, voilà, je vois bien que la vitalité, elle repose en partie sur cette distinction. Et ce qui est demandé, c'est sa reconnaissance. C'est-à-dire qu'après, évidemment, la FGT n'a pas pour ambition, et s'en préoccupe plus tellement d'ailleurs, de dire comment on doit organiser les délégations des Jeux Olympiques. Voilà, il y a tellement d'argent, il y a l'INSEP, il y a les fédérations. Là, mais la question de la marginalité est intéressante parce que, effectivement, par ailleurs, il y a des courants chez nous différents sur ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la rupture et d'autres qui sont dans qu'on appellerait comment ça, la cogestion. Enfin, j'envoyais des termes caricaturaux, mais voilà, il y a aussi des sensibilités très fortes au sein de la FGT. Il y a des gens qui défendent un sport traditionnel et ouvriers, enracinés, et puis d'autres qui sont sur des exceptions que moi je qualifierais peut-être plus libertaires. Si on rentrait et parfois il y a des vrais combats internes épistémologiques sur la définition du sport. Moi, me laisse parfois pantois, mais voilà, c'est une réalité. Donc voilà, même chez nous, cette question, elle fait pas unanimité. Après, on est une fédération reconnue, officielle, présente au CNOSF, on touche des subventions nationales. Voilà, donc on est aussi entre guillemets dans le système. Voilà, on n'est pas, si vous regardez bien cette réflexion-là, moi, je vous incite à lire les débats qui existent dans le monde du skate. Voilà. Là, vous aurez un peu des vraies pistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez les skaters, vous avez quand même plein de courants différents. Il y en a qui veulent absolument essayer de fédéraliser, ressembler à une fédération sportive. Et il y a ceux qui disent non, le skate, c'est pas ça, ça ne peut jamais être ça, le vrai skate. Alors, c'est pas du tout forcément ce qui existe chez nous, mais il y a quand même des choses, des similitudes. Nous, on fait du skate. Il y a des gens qui font du skate. Et il y a toutes ces ambivalences qui existent parce qu'il faut faire du skate dans une fédération avec des gens qui ont une culture viscéralement opposée à cette logique-là. Est-ce qu'on fait juste apprendre du skate aux gamins? Est-ce qu'on est inscrit dans cette logique-là? Est-ce qu'on rentre dans une logique compétitive? Est-ce que le skate est il y a la notion de risque dans le skate. C'est pas rien, les pratiques à risque aujourd'hui dans nos sociétés. Qu'est-ce que c'est qu'enseigner des pratiques La FGT, alors vous l'avez peut-être parlé de marginalité, donc je vais rebondir là-dessus. Sur le MMA, on a été en conflit avec le ministère. Enfin, en conflit. Le commissaire nous a reproché notre relation qu'on appelle, nous on ne dit pas MMA, hein, voilà, comme tout, parce qu'on n'est pas fou, mais on a des activités de sport de combat qui se développent énormément. Il y a des gens qui sont venus chez nous parce on n'interdisait pas, ce qui n'est pas le cas en France, hein, c'est pas interdit, c'est les combats qui le sont, mais on n'interdisait pas les entraînements. On a du jiu-jitsu brésilien, on a du sambo, on a du pancras, on a des types de pratiques dont on se doute bien quelles sont leurs raisons d'être, et on a beaucoup de gens qui viennent entre guillemets chez nous parce qu'on laisse faire, on a une charte des sports de combat, on n'organise pas de combat en octogone, hein, je vous rassure, on n'est pas là-dedans, mais on a un intérêt pour ce qui est apparu comme une nouvelle forme de pratique des arts martiaux et des sports de combat en France, et qu'on ne veut pas s'en exclure. Mais dans la société actuelle, en France, et dans le débat et la relation avec le ministère, c'est un souci. Parce que là, pour le coup, c'est plus de la marginalité, c'est de l'interdiction qui pèse la menace. Voilà. Alors que c'est quelque chose de très dynamique. Le jiu-jitsu brésilien ou d'autres types d'activités, le pancras, c'est des choses qui se développent. Le grappling, c'est des choses qui se développent. Comme par ailleurs, on a du Viet Vo Dao qui se développe chez nous. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes MMA avec le Viet Vo Dao, mais moi, quand j'ai vu apparaître ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça... Donc voilà, on a... parce que parfois, pour terminer, d'autres fédérations nous rejoignent parce qu'ils se sont sentis carnassés ou cornaqués dans leur structure traditionnelle et qu'ils ont trouvé un accueil chez nous qui n'est pas du laisser-faire, du n'importe quoi. On est très loin de ça. Hein. Mais il y a une liberté, comme je dis, d'innovation, de création, dans le cadre évidemment de concertation et de travail collectif, mais il y a cette liberté qui existe. Et si nous sommes en Corse aujourd'hui, par exemple,
Euh, alors que maintenant il y a d'autres activités, mais au début c'est le vélo. C'est parce que c'est des gens qui voulaient organiser un tour de Corse et qu'ils étaient rattachés au PACA et que le PACA leur disait non. Et ils sont venus voir la FSGT en disant on voulait faire un tour de Corse. Bah, faites un tour de Corse. Mettez le tour de Corse et FSGT et puis faites votre tour de Corse. Appelez la préfecture, prévenez-les que vous faites votre circuit et puis voilà. Et maintenant, il y a du judo, il y a d'autres activités, mais c'est né comme ça. Et c'est arrivé comme dans un certain nombre de comités, dans des petites, comme aujourd'hui dans la ruralité. Enfin, si vous étudiez un peu ces questions-là, le sport néo-rural qui se développe avec des petits clubs, on a un certain nombre qui arrivent chez nous, c'est des problématiques idéologiques qu'on n'avait pas l'habitude de traiter. Parce que là pour le coup, c'est pas les grands clubs omnisports des villes de banlieue ou des grandes villes, c'est pas les clubs corporatifs, c'est des gens qui viennent se sont installés dans des petites communes, souvent pour des raisons économiques, et qui recommencent à fonder des clubs sportifs avec très peu de moyens, pas d'aide, la mairie n'a évidemment aucun argent. Et comment vous faites pratiquer ces gens-là? La nouvelle logique de démocratisation, elle se pose là. Et on a des clubs qui viennent chez nous, alors souvent sur du cross, ou des activités de vélo randonnée, ou d'un peu d'athlétisme, des choses qui coûtent pas cher. Ou parfois qui nous ramènent du Sepak Taro, comme en Alsace, dans des petites communes, on a vu apparaître, parce qu'un mec a ramené ça de son voyage en Asie, et maintenant il y a du Sepak Taro. Je ne sais pas si vous connaissez le Sepak Taro, qui est une espèce de moitié foot, moitié volley, voilà, avec une balle en osier, je crois. Et c'est assez fascinant à regarder, hein. Quand c'est bien fait, c'est admirable, mais voilà. Mais ça ne demande pas grand-chose. Si vous avez un truc si vous avez un gymnase avec un filet de volley, vous pouvez en faire. Et la balle, elle n'est pas extrêmement onéreuse non plus. Voilà. Je sais pas, j'ai répondu à ta question. Une question assez simple, finalement, c'est quoi un petit peu les permanences et mutations au sein de la FSGT, notamment en termes de sociologie des dirigeants et pratiquants, c'est-à-dire est-ce qu'on y adhère toujours pour employer des grands mots, un système de valeurs, etc., ou par conviction, ou finalement est-ce qu'on observe une sorte d'effritement des valeurs originelles au profit d'autres choses, ou est-ce qu'on est dans un entre-deux, tu vois à peu près le sens de la question. Et une autre question, est-ce qu'au sein de la FSGT, la double affiliation est possible? C'est-à-dire un club serait affilié à une fédération dominante, alors prenons l'exemple du foot, un club du foot, et par conviction, par rapport à un système de valeurs qui semble être celui de la FSGT, on pourrait aussi adhérer à la FSGT. Je vais répondre à cette dernière question. Oui, depuis toujours, c'est plutôt les autres fédérations qui refusaient la double affiliation. Il y a tous les cas de figure qui existent, hein. Vous avez des clubs qui vont être affiliés intégralement à la FSGT, des clubs qui vont être affiliés majoritairement à la FSGT avec des sections qui vont être dans des fédérations de ZEF. Généralement, dès qu'elles ont qu'elles ont un peu de haut niveau, hein, c'est vraiment la logique. Vous avez des structures qui vont être majoritairement de ZEF et qui vont avoir une ou deux sections. Et ça développe beaucoup en ce moment. Chez nous, alors par exemple le foot à 7, le volleyball, notamment pour les pratiques mixtes. Voilà, sur des secteurs où on est les seuls, entre guillemets, souvent les clubs les clubs sportifs n'ont pas de religion en la matière, hein, quand ils sont omnisports. La sociologie, ça c'est une vraie question qu'on s'est toujours posée. D'abord, elle est très variable d'une région à une autre, il ne faut pas se mentir. Elle a suivi l'évolution de la société française d'abord, la sociologie. La FSJT a été très ouvrière parce qu'elle a été ancrée dans le monde de l'entreprise un petit peu et surtout dans les zones et les communes ouvrières. Quand vous aviez des villes, vous aviez 80% d'ouvriers. Le club sportif de la FSJT, il reflétait un peu cela. Il a suivi une évolution. L'évolution, elle s'est faite donc sur ces questions-là. Sur le foot à 7, par exemple, est transclassiste, hein, si j'employais un vocabulaire aujourd'hui, plus personne n'ose utiliser, mais voilà, il est transclassique. Vous avez à la fois les équipes de cité, les équipes d'entreprise, les équipes de copains, les équipes voilà, donc aujourd'hui il y a un mix social très fort. À la direction, il y a eu une évolution, c'est-à-dire qu'avant il y avait beaucoup de dirigeants qui étaient issus des grands clubs structurants, notamment de région parisienne. Je pense à Vitry, je pense à Drancy. Désormais, c'est beaucoup plus disparate. On a quand même une présidente femme. C'est pas le cas de beaucoup de fédérations. On a beaucoup de dirigeants qui sont issus de la diversité, comme on dit, l'immigration pour parler cash. Voilà, donc ce qui est beaucoup moins le cas aussi dans les autres fédérations. Et c'est pas une volonté, c'est une réalité émergente, hein. Moi, je crois pas aux quotas imposés d'en haut pour la simple et bonne raison que c'est souvent chercher quelqu'un pour se donner bonne conscience dans les fédérations. Après, je crois par exemple à la parité, à l'égalité. Mais les quotas, ça me laisse toujours pantois. Mais pour revenir à cette question, donc, après, on n'a pas d'études. Voilà, ce qui nous manque,
Et je pense que c'est pas à nous de le faire. Je pense que ça serait à des sociologues ou à des catégories de chercheurs de réaliser. On n'a pas vraiment d'études. Après, on a des observations de terrain. On a des perceptions par nos pratiquants. Alors, pour la raison de venir s'afficher à FGT, elle est 3 ordres très simples. Majoritairement, la pratique et la proximité. On veut faire telle activité, le club à côté est bien, ou la façon de le faire est bien. C'est-à-dire que c'est évident que, par exemple, aujourd'hui, vous voulez faire de l'escalade. C'est beaucoup moins anxiogène d'aller voir un club FGT parce qu'on vous explique que c'est pas compliqué, qu'en 4-5 pratiques, bah, vous viendrez au créneau et vous pourrez vous démerder tout seul et progresser, vous aurez des gens qui vous aideront, mais voilà, le foot à 7 c'est la même chose, c'est le côté, le mélange de s'amuser, généralement parfois avec des personnes qui ont arrêté le foot et qui ont envie de recommencer, et c'est pas compliqué, il n'y a pas des frais énormes, le fait que ce soit en semaine par exemple, ça permettait aux gens qui ont des vies de famille, comme moi, de dire tu sors du boulot, tu prends ton sac, tu vas jouer, tu rentres un peu plus tard, mais tu as ton week-end avec tes gamins ou ta famille. C'est plus simple pour faire des choses avec eux que de se dire que tu as le samedi matin, dimanche, bouffe. Voilà. La deuxième raison, elle reste politique. Il y a des gens qui viennent encore chez nous pour des raisons politiques, pour une affinité de vie, de société. On a encore ces réseaux-là. Et la troisième, c'est le hasard. Moi, je ne peux pas le dire autrement. C'est des rencontres. Voilà, des personnes croisent un tel, et puis ils se retrouvent dans le club, et puis voilà, et puis des fois des consommateurs, hein, des gens qui viennent uniquement pour pratiquer, on en a beaucoup, ce qui existe de plus en plus dans les fédérations. Donc il y a ces trois, je serais incapable de donner une proportion. Nous, évidemment, aux directions, chez les bénévoles, les animateurs, l'encadrement, on a plutôt tendance à voir les deux premières, à se confronter, mais sur les terrains, on rencontre tous les profils. Voilà, maintenant, j'ai écrit un papier sur quelqu'un qui s'appelle Ludovic Bombas, qui est décédé lors des attentats qu'on a vécu à Paris, qui était membre d'un club de foot à 7. Lui, c'est une rencontre au hasard. Hein. Il était dans un five, vous savez, les terrains. Il a rencontré un mec d'une équipe de foot à 7 FGT qui cherchait un joueur. Il a dit bah, viens jouer avec nous, c'est sympa. Et il est resté 2 ans avant, malheureusement, de mourir sous les balles. Voilà, et c'était une rencontre. Voilà, à un moment, viens jouer avec nous. Voilà, et puis. C'est aussi ça. Et par ailleurs, lui, développant cette idée des FGT, assimilant bien ce que c'était, mais voilà, c'est aussi ça qui joue. Une fois encore, moi, les motivations d'adhésion aux pratiques sportives, dans les fédérations comme les fédérations mi-sport, c'est très complexe. Hein. C'est beaucoup plus compliqué que dans des fédérations qui sont e-sport, où effectivement, il y a parfois la recherche de vouloir devenir bon dans sa discipline, le fait de vouloir faire cette discipline en particulier, évidemment. Vous voulez faire de l'aviron, vous savez, dans un club d'aviron. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Après, voilà, c'est aussi la proximité. C'est un facteur évident. Après, maintenant, je pense que la société, en fonction des zones aussi, les zones urbaines, il y a comme Paris, la région parisienne, qui est la mienne, il y a une telle mobilité, il y a un tel flux de lieux, de fréquentation, de réseaux sociaux, de réseaux amicaux, que les chemins qui te conduisent quelque part sont toujours très complexes. Après, peut-être qu'ailleurs, c'est comme j'ai dit, dans les petites communes rurales, quand tu as un seul club qui fait du vélo, tu veux que ton gamin ait une activité, t'as pas le choix. Enfin, t'as pas le choix. C'est déjà bien que ça existe. J'ai une deuxième question, puis après je passe le micro et j'en aurai terminé. Alors la question, elle est peut-être motivée, en tout cas déformée par le fait que je te connaisse un petit peu. Mais est-ce que finalement, ce qui caractérise l'évolution de la FGT, c'est pas une transformation, un passage d'une culture populaire et politique à quelque chose qui serait dorénavant une culture toujours populaire, mais au sens de sous-culture, et dans ma bouche c'est noble, en sens de pop culture plutôt, et voire même urbaine. Ce que je veux dire, c'est que finalement, c'est pas une des rares fédérations à tisser des liens au-delà du sport avec un mouvement musical, une façon d'être, quelque chose qui relève du lifestyle. Tu l'as dit toi-même dans ta présentation. Le petit trick de ta présentation, c'était de dire en quoi la FGT était punk et reggae et hip-hop. Voilà. Est-ce qu'il y a ça aussi qui travaille un petit peu la FGT ? Rapidement, oui. C'est pas pensé aussi fort que ça au niveau national. Je vais vous dire, parce que les dirigeants sont quand même sur. Mais dans l'échelon des comités et des clubs, moi je le ressens ainsi. Maintenant, c'est une analyse. Là, ce que j'ai dit sur punk hip-hop, c'est sur l'innovation, sur la façon de concevoir. Mais c'est une réalité. Enfin, par exemple, moi, quand j'avais. Moi qui ai travaillé par ailleurs en dehors, quand je suis journaliste à SoFoot sur le mouvement ultra,
j'étais très étonné de voir le nombre de groupes ultra qui avaient eu des équipes de foot à 7. Et j'étais très étonné de voir que c'était un des rares endroits où, quand je disais je travaille à FSGT par ailleurs, on me disait ah ouais, non, bien sûr, je connais, ouais. Voilà, à Saint-Étienne, l'un des dirigeants, le fils d'un des dirigeants qui était aussi même un dirigeant, Lionel Faure, son de ses meilleurs potes, c'était un des leaders des Magic Fans, qui est un des grands groupes ultra stéphanois. Étrangement, on aurait pu imaginer que c'est plutôt les gangrines, puisque c'est politiquement ça aurait été plus logique. Voilà, mais voilà, à Marseille également, pendant très longtemps à Marseille, un des porte-parole du comité et c'était l'un des dirigeants des Dodgers, qui est un des grands groupes de supporters de Marseille, que tu connais sûrement bien. Et voilà, et il y avait des relations aussi avec les South Winners, donc c'était impressionnant. Donc c'est ça, moi je parle plutôt d'une imprégnation, parce que quand vous avez 220 000 adhérents, que vous êtes vivant, que vous avez des activités qui marchent, l'imprégnation avec la vie sociale, culturelle, etc., elle fonctionne, y compris politique. Hein, les liens avec le monde politique, ils demeurent. Hein, avec Ruffin et la bande de Fakir, etc., qui lui-même est un fan de foot au sens aussi complexe que je viens d'expliquer. Ça tourne ainsi. Et sur le côté, la relation avec la musique et compagnie, voilà, le côté festif des assemblées générales ou des assises a changé. C'est-à-dire qu'à Marseille, on était la dernière fois, on a été sur les docks, il y avait un groupe qui est venu, des nanas sont venues mixer, c'était très... Mais c'est un truc qui était il y a 10 ans impensable. Il y a 10 ans, moi j'ai fait des assises où on a fait venir un groupe d'accordéon. Euh, et j'aime beaucoup l'accordéon en plus, donc c'est vraiment, mais voilà, c'était pour vous donner la transformation et la moyenne d'âge aussi, et voilà, les choses sont évoluées, mais c'est quelque chose de normal. Ce qui est, là, je pense que la chance de la FHD, c'est que ça se laisse, entre guillemets, ça se laisse faire. C'est-à-dire que même si les anciennes générations peuvent avoir des chocs, que je comprends, même si des fois ça m'agace, mais je peux comprendre, il n'y a pas d'interdit. Dans les autres fédérations, quand même, pour en discuter, notamment quand on rencontre les CTS et les CTN, Conseil technique sportif, c'est communauté internationale, puisqu'on est dans ces réseaux-là quand même aussi, c'est un peu moins rock'n'roll. En plus, il y en a qui sont passés de l'un à l'autre. Il y a des gens qui sont venus chez nous, qui sont partis au volleyball ou dans d'autres. Ouais, moi, je peux être très critique, hein, sur le fonctionnement interne, mais c'est un modèle, hein, en comparaison de ce qu'il reste du monde sportif. Hein. Je dis, c'est particulier quand même. Voilà, donc voilà, pour revenir à ce que tu disais, oui, on est là-dedans. Après, est-ce qu'on est une sous-culture? Non. Est-ce qu'on est pop culture? Moi, j'aurais tendance à dire oui, mais je pense pas que d'autres personnes simplement le reprendraient à la direction nationale aujourd'hui. Ouais, mais je pense qu'on est là-dedans. C'est la survie de la FGT tourne là-dessus. Hein. Je veux dire, quand je vois les clubs d'escalade, comment ils vivent, c'est que ça, hein, c'est plein air, faire des sorties à Fontainebleau, faire nos montées en grimpe, se retrouver, boire, sortir. Voilà, donc, à un moment, je trouve, mais c'est la vie. À un moment, moi, j'ai dit, la chose qui me fascine, alors je vais faire une petite parenthèse, quand je lis tout ce qui est produit en sociologie, en histoire du sport, etc., aujourd'hui encore, même si je suis un peu en retrait, il y a un mot qui apparaît jamais, c'est plaisir. Hein. C'est à croire que les gens ils ont fait ça parce qu'il fallait qu'on puisse écrire sur eux après dans les revues spécialisées. Non, non, tu kiffes. Hein. Si tu prends pas du plaisir, tu vas pas t'emmerder à faire 30 bornes pour aller jouer un match de foot. Donc, ou faire autre chose. D'ailleurs, passage, c'est la notion centrale, c'est le plaisir. Tu t'éclates. Voilà. Donc, je sais pas que j'ai répondu. Et puis... Oui, cette question ce serait plutôt. Donc vous disiez que ouais, une particularité de cette fédération, c'était donc d'avoir une certaine liberté dans les possibilités au niveau départemental, régional. Est-ce que, par exemple, une fédération comme la fédération Sport pour tous, vous voyez d'autres différences vraiment fortes? Je ne sais pas si vous êtes au courant. La fédération des sports pour tous. Ouais, après, moi, je vais vous dire simplement, il y a un facteur qui m'amène un peu d'humilité, même si j'ai beaucoup critiqué les autres fédérations, c'est qu'en fait, on a peu d'études sur elles. Fédération Sport pour tous, la FSCF, même un petit peu plus sur la FSCF, mais des fédérations effectivement qui peuvent être semblées différentes. Par exemple, les fédérations qui émergent comme celles qui sont consacrées les frisbees, ça s'appelle le flying, j'ai oublié le nom. Oh mon Dieu, enfin, toutes ces fédérations émergentes de nouvelles pratiques, moi je ne sais pas comment elles fonctionnent. Je ne sais pas quelles sont leurs cultures. Il y a très peu de points. Il faudrait rencontrer les acteurs. Moi, j'en possède pas. Moi, je connais bien la FGT. Je pense en tout cas pouvoir l'affirmer sans paraître trop vaniteux. Donc, je sais comment ça tourne. Voilà. Je sais même les blocages internes, etc. Cette liberté, c'est quelque chose que moi, je n'observe pas quand je regarde je lis, je consulte un peu sur les autres fédérations classiques.
qui sont très hiérarchiques, très traditionnelles, c'est aussi leur force, hein, je pense, par ailleurs, par certains côtés. Et puis elles ont une finalité qui n'est pas la nôtre. Voilà, il faut envoyer du monde au JO, il faut envoyer du monde dans les championnats internationaux, il faut envoyer du monde. Donc il faut faire émerger des sportifs et des athlètes de haut niveau. Et donc ça amène à le handball, c'est repensé autour de ça, hein. À un moment, moi je veux bien qu'on me parle du handball, de sport scolaire. La logique de formation dans le handball, elle a quand même considérablement évolué pour faire émerger une élite et pour qu'elle la rende compétitive, hein. Je veux dire, c'est pas uniquement en s'appuyant sur les profs de PS, même si ils ont joué un rôle. Euh, voilà, donc c'est là-dessus que je voulais dire. Mais moi, là-dessus, par exemple, pour tout dire, si on doit enchaîner là-dessus, c'est la question du sportif de haut niveau est très intéressante parce que c'est quelque chose qui a amené beaucoup de réflexions en interne à la FSGT. C'est quelle est sa place? C'est quoi la haute performance? C'est quoi le haut niveau? Ce sont deux choses différentes, hein. La haute performance, c'est arriver à être le meilleur dans son domaine et progresser. La notion de progression, c'est important, hein, dans le sport. Et à côté, le haut niveau. Donc là, on est sur la vie professionnelle, les championnats. C'est un vrai problème parce qu'il ne suffit pas de dire on veut que tout le monde pratique. Les gens, à un moment, ils ont envie de s'éclater, de jouer mieux, de pratiquer mieux, de courir plus vite, pour une question de plaisir, de joie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, par exemple, quand on discute avec les gens du sport santé, est compliqué. Les gens de la marche nordique, allez leur parler de haute performance. Allez leur parler. Alors ils disent oui, on touche un public qui ne cherche pas ça. Je veux bien, mais. Donc c'est vraiment des problématiques qui continuent à. Tout n'est pas aussi beau que je viens de dire. Le foot à 7, par exemple, pourquoi c'est un cercle vertueux? C'est qu'aussi il y a aussi un haut niveau qui est apparu. Il y a aussi une autre performance qui est apparue, pas un haut niveau, mais une autre performance. Aujourd'hui, ça joue vraiment bien. Enfin, pour ce qui est du sport amateur, moi je trouve que les finales. Puis voilà, comme le futsal a évolué de manière astronomique pour quelque chose qui est quand même né au départ, qui était vu même comme du loisir. Quand vous voyez la qualité de jeu, de technique, Ben Arfa, il s'est quand même refait une santé physique là-dedans. Il a recommencé à reprendre du plaisir, à retrouver des gestes et qu'on a vu après appliquer dans le foot à 11. Il s'est entraîné pendant des années, enfin pendant une année entière quasiment en five. Voilà, donc c'est intéressant de ce point de vue-là, mais c'est compliqué. Parce qu'après, on rentre dans des logiques pour faire naître la performance. Est-ce qu'il faut amputer ou est-ce qu'il faut être plus drastique, plus discipliné? Je dis, c'est pas n'importe quoi la FGT, hein. C'est pas. Tu rentres, tu fais ce que tu veux, tu organises des combats comme dans les films, comme dans certains Bloodsport, quoi. C'est pas tu vas tremper tes gants dans du verre pilé, donc c'est pas ça non plus, hein. Et en foot, le foot à 7, il y a des règles, hein. Il y a même, je dirais, presque plus de règles que dans le foot à 11, puisque là, pour le coup, tout le monde doit les connaître. Et donc, c'est un peu plus compliqué. On n'attend pas de savoir que si l'arbitre va vous dire non, tu as bien fait ou pas le fait, puisque c'est toi qui dois le savoir. C'est autrement plus compliqué, finalement, quelque part. C'est plus. Il n'y a pas. Le foot arbitré, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre, et tout le monde est arbitre. Voilà, ça peut donner des discussions amusantes, mais. Voilà, mais voilà, comme une fois encore, c'est quelque chose de fascinant à observer dans le milieu du sport, qui peut être parfois ennuyeux à regarder. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, des insultes, n'importe quoi. On va s'arrêter là, Nicolas. Merci d'être venu jusqu'à nous.